Rebonjour. Maintenant, qu'est-ce que la neuroscience peut-elle dire sur la puissance des histoires et son importance? Il y a de plus en plus des études scientifiques qui suggèrent que le narratif n'est pas anodin comme forme de transmission des informations. Donc, par exemple, Jennifer Aker de Stanford et son équipe ont réalisé une série d'expériences autour desquelles les étudiants de son université ont présenté en forme de pitch la même information, mais de deux manières différentes. Un pitch plutôt factuel et un pitch en forme de story, en forme de narratif. Et après, ils ont testé dans quelle mesure les auditeurs, le public, se souvenaient de ces informations plus tard. Eh bien, ils ont trouvé que les informations présentées sous forme d'histoire ou narratif avaient 22 fois plus de chances d'être mémorisées par leur auditoire. Donc, d'abord, on voit que le narratif a une puissance de coller dans la mémoire. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui est dans le cerveau humain qui peut nous aider à comprendre le pourquoi et quel type d'histoire sera le plus impactant sur le cerveau humain? Donc, d'abord, des neuroscientistes nous proposent que la perception, qui ont étudié la perception humaine, et ils ont étudié en quoi l'environnement, les changements d'environnement puissent attirer notre attention. Et ils ont testé par des fils mis dans les cerveaux, d'abord des chimpanzés et après dans les êtres humains, de trouver quels sont les moments les plus agréables dans ce processus de sensation. Et ils ont trouvé que là où il y a le plus grand afflux de dopamine, cette hormone qui est agréable pour le cerveau, c'est les moments d'anticipation. Le moment pas après un problème a été résolu, mais juste avant. Par exemple, les chimpanzés, ils ont testé le niveau de dopamine dans les cerveaux des chimpanzés avant un repas de banane, pendant le repas et après. Et le niveau de dopamine le plus haut, c'était dans les chimpanzés juste avant qu'ils ont vu le banane, mais avant le moment où ils ont goûté pour la première fois. Donc, on voit que cet effet d'anticipation est très a beaucoup de plaisir pour le cerveau. Ok, je vous donne une petite histoire. Il y a quelque temps, je suis rentré à Rabat et c'était très tard, mon vol était attardé et j'ai pris un taxi. Et le taximan, je ne connaissais pas et c'est quelqu'un qui habitait dans un village pas loin de l'aéroport. Il m'a dit, ok, je connais une meilleure route vers le campus. Je dis, ok. Il passait par un coin que je ne connaissais pas du tout. Et c'est très tard le soir, il y avait une brouillard terrible. Et tout d'un coup, euh, j'ai rendu compte qu'il y avait une autre voiture qui s'approchait derrière nous. Et dans ce brouillard, je peux que voir des deux phares qui commençaient à clignoter, clignoter, clignoter. Donc j'imagine que maintenant, vous avez dans votre cerveau une petite idée de ces émotions qui passaient vers moi. En fait, vous faites naturellement, inconsciemment, une simulation. Parce que vous pouvez imaginer d'être dans une voiture, dans une telle situation, des moments de petite incertitude, de doute, de nerveux, peut-être votre cœur se bat un petit plus vite. Et donc, ces phénomènes-là s'appellent des effets de neurones miroirs. C'était un phénomène cognitif découvert dans les études sur les primates à l'université de Parme en Italie dans les années 90. Ils ont testé, encore une fois, par des fils dans les cerveaux des primates, des chimpanzés. Dans ce cas, je crois que c'était des bonobos. Et le fil restait dans le cerveau des bonobos pendant la pause déj. Et il y avait une assistante de recherche qui est venue avec une gelato. Et elle a mangé la glace. Et le chimpanzé l'a regardé. Et elle a vu dans l'écran qui mesurait le cerveau de chimpanzé, de bonobo, que c'était comme le bonobo était en train de manger la glace, alors que c'était seulement un regard de bonobo. Donc c'était comme le bonobo a fait une simulation dans son cerveau de ce qu'elle, l'assistante de recherche, faisait. Et donc ça, cette première découverte par accident, a donné suite à une série d'expériences qui ont montré l'existence de ces circuits de neurones miroirs. Et ils sont évolués dans les primates, ils sont évolués beaucoup plus, de façon plus forte dans l'être humain. Et pourquoi? Parce que, comme on a vu, l'être humain est une espèce profondément collaborative.
Et ces circuits de neurones miroirs qui font des simulations font aussi cette harmonie instantanée et inconsciente qui favorise le lien social. Si moi, je fais quelque chose, vous faites une simulation pour vous-même, ça fait un lien entre nous. Et la particularité des êtres humains, c'est que moi, je peux simplement vous raconter quelque chose, comme avec cette histoire avec la voiture qui clignotait, une histoire tout à fait fictive, je dois vous dire, mais qui peuvent créer un effet physique dans votre cerveau. Et ces neurones miroirs nous aident à expliquer pourquoi les histoires sont plus puissantes que les simples faits, la transmission factuelle. Nous apprenons mieux lorsque nous pouvons simuler une expérience par nous-mêmes. L'expérience de David le berger, on sent son courage. Ce n'est pas simplement un fait, c'est une expérience auquel on participe chacun de nous. Et voici la règle des écrivains Hollywood ou des romans qui ils disent tous, c'est la règle fondamentale dans tout le storytelling, c'est show, don't tell. Montrer plutôt que de dire. C.S. Lewis, l'auteur de The Chronicles of Narnia, une série pour les enfants très, très célèbre dans le monde anglo-saxon, il propose cette règle de façon suivante. Au lieu de nous dire, dit C.S. Lewis, qu'une chose est terrible, décrivez-la de façon à ce que nous soyons terrifiés. Ne dites pas que c'était charmant. Faites-nous nous dire « Ah, charmant !» après avoir lu votre description. Je vous donne un petit exemple. Peut-être j'ai une perle de sagesse à vous transmettre et je vous donne cette perle de sagesse dans deux formes. Voici la version A. La vie nous confronte souvent à des défis qui semblent interminables. La meilleure attitude consiste à commencer par des actions petites et constantes qui, au fil du temps, nous permettront d'atteindre notre objectif. Donc, je vous transmets cette information qui est peut-être vraie et utile pour vous, mais de façon factuelle. Est-ce que vous allez vous souvenir de cette information plus tard? Peut-être, peut-être pas. Et maintenant, on voit une deuxième version qui vient d'un haïku de Kobayashi Issa, un poète japonais du XVIIIe siècle. Et voici la même façon de présenter ces informations, ou une différente façon de présenter ces informations en forme de haïku. Petit escargot, grimpe doucement surtout. C'est le mont Fuji. Et on voit que plutôt que nous dire quelque chose, Issa nous a montré quelque chose de puissant sur la réalité de la vie. Et on voit de plus en plus dans la neuroscience en quoi nos cerveaux sont conditionnés par l'évolution pour réagir aux narratifs, aux histoires. Ces moments d'anticipation, comme on a vu, fait circuler dans le cerveau la dopamine. La dopamine qui est une chimie, une hormone qui renforce la concentration et notre engagement avec l'histoire. Anticipation. Encore une fois, qu'est-ce qui va arriver avec David? Qu'est-ce qu'il va faire avec les géants? Est-ce qu'il va vraiment tuer le géant? C'est cette anticipation qui donne cet effet agréable dans le cerveau. Les personnages vulnérables, comme le petit escargot dans le haïku, fait stimuler l'oxytocine dans le cerveau. Une chimie, une hormone qui renforce la confiance et le lien interpersonnel. C'est l'hormone qui est déclenchée par les câlins, par le contact physique entre une mère et un enfant. On a aussi les endorphines, stimulées par l'action physique, comme le courir en marathon, mais aussi par les blagues, par le rire. Et les endorphines sont très aussi agréables pour le cerveau. Ça peut renforcer, selon différentes études, la créativité, la détente. Raison pour laquelle les bons conteurs d'histoire y mettent souvent des petits moments d'humour, de blague. L'humour, c'est pas anodin, c'est pas trivial. L'humour sert à quelque chose pour renforcer un lien avec l'auditeur. Les moments de menace, de danger dans l'histoire, ça peut stimuler le cortisol ou l'adrénaline, qui renforce notre vigilance. Encore une fois, si on cherche de capter l'attention de l'auditoire, des moments de danger, d'incertitude, de risque, pas simplement de succès et d'excellence, mais des risques, des menaces, ça stimule physiquement une réaction chimique qui peut nous aider à capter l'attention. Et enfin, des mots positifs, des mots qui relèvent des identités
partagées selon différentes études déclenchent ou faire circuler cette hormone qui s'appelle la sérotonine, qui sert à plein de choses dans le cerveau, mais une des choses, c'est de renforcer un sentiment de fierté et d'appartenance. Je vous recommande, si ça vous intéresse, un livre qui s'appelle The Science of Storytelling, Why Stories Make Us Human and How to Tell Them Better, par Will Storr en 2020, qui résume différentes études sur la neuroscience des histoires. Et dans la prochaine vidéo, on va passer sur la méthode de public narrative et comment on peut l'appliquer nous-mêmes dans nos équipes et nos organisations.